opposé à cette loi, malgré la joie, on a vu exprimée par nombreuses femmes et qui peuvent désormais enfin procréer. Je suis toujours opposé. Vous savez, c'est pas parce que on a des oppositions de principe qu'on ne comprend pas la joie des individus. Mais c'est toujours la même chose. Est-ce que la loi doit légiférer pour des individus, pour une poignée d'individus, ou est-ce que la loi doit légiférer pour l'intérêt général? C'est une première question fondamentale. Deuxième question fondamentale, on va revenir sur la PMA. Mais je voudrais dire d'abord que la PMA est un rideau de fumée qui cache ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire ce qu'il y a par ailleurs dans cette loi, et dont personne ne parle. Et je regardais, en préparant l'émission, dans un sondage, les gens ne sont absolument pas au courant. Alors il faut que je le dise ce soir. Dans cette loi, qu'est-ce qu'il est prévu? On reparlera après de la PMA, hein, je me permets de faire ce préambule. Il est prévu l'autorisation des chimères hommes-animaux. C'est-à-dire qu'on va mettre des cellules humaines dans des animaux. Il y aura des cochons, des souris, avec des cellules humaines. Ça, c'est autorisé dans la loi. Ensuite, il y aura des bébés médicaments. C'est-à-dire que vous avez un petit garçon ou une petite fille qui a une maladie génétique. On pourra créer un frère ou une sœur uniquement pour soigner la maladie génétique de son grand frère ou de sa grande sœur. Ça, c'est ce qui est prévu dans la loi. Et puis, il y aura aussi de l'autoconservation des ovocytes sans besoin médical. C'est-à-dire qu'une femme pourra dire, moi je les conserve, je veux pas d'enfants, puis je ferai des enfants à 60 ans, et c'est pas grave, on les conserve en état. Et puis je m'en servirai plus tard. Et vous imaginez les pressions des entreprises derrière pour dire à leurs cadres et à leurs femmes les plus productives, tu vas pas nous casser les pieds à être enceinte maintenant, on a besoin de toi, puis tu feras un enfant à 70 ans, ça sera bien. Vous voyez, c'est ça qui est dans cette loi, que personne ne sait, que personne ne dit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette loi a rompu deux principes. D'abord, le principe fondamental de ce qu'on appelle l'éthique à la française, c'est-à-dire que chaque individu, chaque personne est un but en soi. Ce n'est pas un moyen, vous comprenez? Ça, c'est fini, avec ce que je vous ai dit, les bébés médicaments, etc. Deuxièmement, deuxième principe de l'éthique à la française, ce que la technique peut, on n'est pas obligé de le faire. C'est-à-dire qu'on n'est pas soumis à la technique. On a un principe de contrôle de soi. Vous savez, pendant des siècles, les hommes disaient qu'il fallait maîtriser la nature. Et bien aujourd'hui, il faut maîtriser la technique. Parce que, après tout, les écologistes nous ont appris ça, la technique peut faire du mal. Elle n'est pas forcément progressiste. D'ailleurs, entre nous, moi, je le savais depuis la guerre 14, c'est-à-dire qu'on a bien vu que la technique pouvait massacrer encore plus qu'avant. Mais bon, les écologistes sont un peu lents, donc ils ont attendu les années 70 pour comprendre ça. Mais là, on ne les entend pas, les écologistes. Hein. Vous avez remarqué. Ils sont ravis, ils se réjouissent, ils sont contents, ils sont avec les femmes lesbiennes pour la PMA, etc. Vous voyez, comme toujours, la contradiction entre la véritable écologie et les écologistes et les Verts. Donc, ça, c'est le deuxième. Et troisième principe que Emmanuel Macron a rompu, c'est sa propre promesse. C'est-à-dire qu'il n'avait absolument pas prévu dans son programme cette loi, il n'avait absolument pas promis même la PMA pour les femmes lesbiennes, il avait même promis le contraire, c'est-à-dire qu'il avait promis un large consensus. D'ailleurs, toutes les lois bioéthiques s'étaient faites ainsi, il y avait des votes à la quasi-unanimité du Parlement. C'est la première fois qu'on rompt ce principe. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, non seulement a contrevenu à sa parole, mais a contrevenu au principe même de la bioéthique française, qui n'est pas une biopolitique, si je puis me permettre. C'est-à-dire qu'on essaye de se mettre d'accord par-delà les clivages. Il critiquait François Hollande, qui était passé en force avec son fameux mariage pour tous, et qui avait, Oui, il avait employé l'expression d'humilier. Voilà, il voulait... Exactement, il avait humilié ses adversaires, mais François Hollande le faisait exprès. Il le faisait par tactique, pour apparaître de gauche, parce que ça lui permettait ensuite de faire une politique favorable aux entreprises, le fameux CICE, etc. C'était de la tactique politicienne. Emmanuel Macron a pris ça de haut, il fait pire. Vous voyez ? Donc je voulais
mettre ça dans le contexte parce que les gens ne le savent pas. Les gens sont hostiles à ça. Par exemple, je vous disais, je parlais d'un sondage. Les gens sont hostiles à 70% aux chimères animaux, sont hostiles aux bébés médicaments, ils sont hostiles à tout ça. Et d'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote. Vous savez la tendresse que j'ai pour les gens de l'émission Quotidien, qui me le rendent bien d'ailleurs. Et ils avaient fait, il y a quelques mois, une émission dans laquelle ils listaient tous ces thèmes-là. Et il disait, voyez, les adversaires, les réactionnaires, les fascistes sont en plus des complotistes parce qu'ils disent qu'il y aura tout ça. Manque de peau, c'était l'énoncé de la loi. Donc c'est vous dire que, vous voyez, comme on est sous-informé sur cette histoire. Alors maintenant, si vous voulez, on va parler de la PMA. En l'occurrence, qu'est-ce que prévoit la loi? On prévoit que il y aura une autorisation pour les femmes seules ou les femmes en couple de femmes. C'est-à-dire qu'auparavant, la loi prévoyait que la PMA était prévue pour les couples hétérosexuels et que, évidemment, puisque c'était les seuls qui peuvent faire des enfants sexuellement, et que si jamais il y avait une infertilité médicale qui était reconnue, on leur permettait une aide, cette fameuse procréation médicale assistée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, évidemment, les groupes LGBT, lesbiens, crient à la victoire, crient à la récompense et à la reconnaissance d'une égalité, parce qu'en France, tout passe par le principe d'égalité. Il faut rappeler quand même que même le Conseil d'État, qui est fort soucieux de la lutte contre les discriminations et de l'égalité, a reconnu que traiter différemment un couple hétérosexuel qui peut avoir des enfants naturellement, mais qui a une infertilité, donc qui a une maladie, ce n'est pas la même chose que des femmes qui n'ont absolument pas de maladie, qu'on ne traite pas pour cela, et qui réclament une PMA uniquement parce qu'elles ne veulent pas un rapport sexuel avec des hommes. Vous voyez, c'est pas la même chose, et le Conseil d'État le reconnaît. Il reconnaît que l'État a le droit de traiter différemment, et que ça ne contrevient pas au principe d'égalité qui est dans la Constitution. Donc vous voyez, donc là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Sous couvert d'égalité, sous couvert d'amour, en vérité, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a d'abord l'argent. C'est-à-dire que c'est un marché énorme pour les laboratoires. Toutes ces PMA. C'est un marché énorme qui va rapporter beaucoup d'argent et en plus qui sera remboursé par nous, c'est-à-dire par la sécurité sociale. C'est-à-dire qu'on va devoir rembourser quelque chose qui n'est absolument pas de notre fait, qui concerne une infime minorité de personnes et qui nous a été imposé par, vous voyez, en dehors de tous les critères classiques de ces lois bioéthiques. Donc il y a ça derrière, il y a le marché derrière ça rapportera beaucoup d'argent et c'est ça qui est derrière l'argument d'égalité avec toutes les femmes, etc. est un argument, marketing. Derrière, c'est qu'il y a des gros intérêts qui sont en jeu. Faut-il s'attendre à une explosion de PMA pour les couples de femmes et des couples seuls après cette loi, selon vous? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il n'y aura pas d'explosion parce que je vous dis, c'est une infime minorité. Et en plus, en revanche, ça va poser des problèmes parce que on manque aujourd'hui de sperme. Il n'y a pas assez de donneurs. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout va être retardé, puisqu'il y aura plus de demandes, il y aura une offre restreinte, et donc c'est les couples classiques, hétérosexuels, qui étaient vraiment infertiles, qui vont en pâtir, parce qu'il y aura une liste d'attente qui va évidemment s'allonger. C'est ça qui va se produire. Après le mariage pour tous, la PMA pour toutes a été présentée comme un pas de plus vers l'égalité sociétale. Quelle pourrait être la prochaine étape? Je vous ai répondu sur cette histoire d'égalité. La prochaine étape, c'est très simple. D'abord, j'ai regardé un peu les réactions sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que disent certaines personnes? Ce n'est pas assez. D'ailleurs, ce n'est jamais assez. Il y a les femmes noires qui se plaignent et qui disent que c'est une loi pour les femmes cisgenres. J'adore la terminologie. C'est-à-dire une femme blanche, parce que les donneurs sont principalement blancs, paraît-il. C'est vrai qu'il n'y a pas de donneurs noirs. Enfin bon, vous vous rendez compte où on en est.
Après, on vous dit, ah oui, mais c'est scandaleux parce que les transsexuels ne sont pas comptés dans cette loi. Il y a une technique, la ROPA, ne me demandez pas de rentrer dans les détails parce que je n'y connais pas grand-chose, qui permet à un transsexuel d'utiliser, c'est-à-dire une ancienne femme qui est devenue homme, d'utiliser ses ovocytes, etc. Et donc, vous vous rendez compte, alors on va les obliger à prendre d'un donneur, d'un sperme d'un donneur qu'il ne connaît pas, qu'elle ne connaît pas ou qu'il ne connaît pas, que sais-je encore. Vous voyez, on est dans l'infiniment minoritaire. C'est toujours la même chose. Et puis, on est dans l'infiniment minoritaire, relayé par des lobbies, et qui s'impose à la loi de la majorité. Qui s'impose sa loi, pardon, à la majorité. C'est ça la logique. Et c'est là une logique idéologique, il faut bien comprendre. C'est une logique depuis 20 ans. Tout ce qui a été fait depuis 20 ans, depuis le Pacs, puis le mariage homosexuel, puis la PMA pour toutes, et demain, je vais en venir là, il y aura la GPA, et dans le programme du lobby LGBT de 1999. Tout était prévu. On voit la puissance de feu de ces lobbies qui arrivent à imposer leur loi à la loi majoritaire, tout en se plaignant évidemment d'être victimes, d'être martyrisés par le méchant patriarcat hétérosexuel. En fait, c'est ces lobbies-là qui font la loi. Et les gouvernements se soumettent à cette loi. Donc vous me dites, qu'est-ce qu'il y aura après? Eh bien, il y aura pour les transsexuels, il y aura on fera quelque chose pour les non-cisgenres, et puis surtout, on fera la GPA. Le combat d'après, c'est la GPA. Et vous verrez que si on a un gouvernement encore Macron, ça se fera. Et malgré toutes les dénégations des politiques qui disent « Ah non, jamais de GPA », déjà, par exemple, Xavier Bertrand et Valérie Pécresse sont pour la PMA, en disant « Oui, mais après, il n'y aura pas la GPA ». Mais ça, c'est des mensonges qu'on a l'habitude de subir. En 1999, lors de la loi sur le Pacs, Madame Guigou, ministre socialiste de la Justice qui défendait ce projet de Pacs, avait dit « Le mariage homosexuel, jamais ». Et puis quand on nous a imposé le mariage homosexuel en 2013, malgré 1 million de manifestants dans la rue, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, Madame Guigou a avoué qu'elle avait menti en 1999 et qu'elle savait très bien que tout cela se finirait par le mariage homosexuel. Qu'est-ce qu'on nous a dit? Ah non, la PMA pour toutes, pour les femmes seules, et non, mais non, jamais. Maintenant, on a la PMA pour les femmes seules et pour les femmes en couple lesbien. Donc on nous dit, la GPA, jamais. Quelle horreur! C'est la victoire du marché, de l'instrumentalisation de l'enfant comme objet. Eh bien, c'est le même mensonge. Les mêmes qui font les mêmes mensonges. J'ai vu un article dans Libération qui s'intitule, c'était une chronique, Après la PMA, que vienne la GPA. Bien sûr. Seul l'ajout de la GPA permettrait l'égalité des sexes devant la parentalité. Mais évidemment, ma chère Christine, ça va être l'argument habituel. L'égalité. L'égalité sert à tout. Ça ne veut rien dire, mais l'égalité sert à tout. Vous avez compris que c'est un paravent. Je vous ai toujours dit, tous ces groupes LGBT ont un agenda idéologique qui est de détruire la norme hétérosexuelle. C'est-à-dire que ces groupes considèrent qu'il ne suffit pas d'avoir une égalité de citoyens, d'individus, et qu'il faut qu'il y ait une égalité d'orientation sexuelle, de goût sexuel, et qu'on rentre dans tous les détails. Et qu'ils veulent détruire symboliquement la norme hétérosexuelle. 10 secondes, l'envie d'avoir un bébé dans tout ça? Mais tout le monde a le droit d'avoir un bébé. Mais il y a des moyens très simples, vous savez, il n'y a que la Vierge Marie qui a un enfant sans faire l'amour avec un homme.